Cet épisode des Midi Horrifiques est une présentation de la brasserie Anorak Brew Pub. Située à Morin Heights, la brasserie Anorak Brew Pub est la place idéale pour prendre une excellente bière entre geeks et surtout bien manger. Maintenant, place à l'épisode. Hey gang, de retour à un autre épisode de l'année de l'horreur. Cette année, c'est 2016. Wouhou! Vous savez, il y a quelque chose qu'il faut que je mentionne parce que je suis un vieux de la vieille. So, moi, là, plus on avance dans le temps, on dirait que moins qu'il y a des films qui sont intéressants pour moi. Et pourtant, il y en a une tonne d'intéressants. Puis d'ailleurs, on va le prouver au monde, puis on va en parler. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres, 2016? Ah, c'était une très bonne année. Je veux dire, on ne connaissait pas la COVID encore. Et pourtant, je vais vous parler, était un peu annonciateur, je dirais, de qu'est-ce qui allait arriver à peine 4 ans plus tard. Il faut t'en parler. C'est ouais, comme là. C'est ça. Moi, mon film de 2016 qui m'a vraiment jeté sur le cul, c'est Train to Busan, un film coréen. Je veux dire, c'était une époque où... En plus, ça a été long. Je n'ai pas regardé le film en 2016. Ça a pris facilement 1 an ou 2 avant que je donne sa chance à ce film-là. Je ne l'ai jamais vu. Tu n'as jamais vu? Oh my God. Je sais. Oh my God. Je veux dire, c'est comme un des meilleurs films de zombies ever. Effectivement. J'en ai entendu parler en masse. Mais oui, je t'écoute, Danny. C'est ça. Moi, j'étais dans une fatigue de films de zombies à cette époque-là. Oui. C'est pour ça ça a été long avant que je me décide à le regarder. Et quand je l'ai regardé, j'ai fait « Man, pourquoi j'ai attendu aussi longtemps? » C'est tellement un excellent film. C'est magnifique. En fait, Train to Busan, c'est l'histoire d'un père de famille, un workaholic qui néglige sa fille depuis plusieurs années. Ça nous est bien expliqué au début du film. Ils prennent le train pour aller voir la mère. Dans le fond, le père, le couple est divorcé. Fait qu'ils s'en vont à Busan, lui et sa fille, pour la fête de la petite fille. Et ils embarquent dans le train presque au moment exact où un apocalypse zombie commence en Corée. Et eux autres, ils sont dans le train et l'apocalypse zombie arrive dans le train, il y a un infecté dans le train, tout ça. Et là, c'est vraiment, faut survivre. Le voyage en train jusque là-bas, c'est vraiment... Fait que ça doit être étouffant, ça doit être claustrophobique au bout. Oui, c'est très claustrophobique. Puis c'est un film, je veux dire, j'adore le cinéma coréen à cause que les personnages sont humains. C'est pas, je veux dire, j'enlève rien à Walking Dead et quoi que ce soit, mais je veux dire, ils ont rien inventé. Je veux dire, les Walking Dead sont allés chercher des bouts de George Romero aussi, ils sont allés chercher des trucs là, tout ça, ils ont tout mis ça ensemble, puis ils ont fait un film. Fait que tout ce que tu vois dans Walking Dead, tu l'as déjà vu ailleurs. Puis là, tu arrivé avec Train to Busan, que les autres, c'est ça, c'est vraiment des personnages humains. Le père de famille, c'est pas un super-héros, là. Je veux dire, tu y crois, là. Oui, tu y crois. Le gars, c'est un analyste, tout ça, qui travaille dans une compagnie. Tout ça, il travaille trop fort pour des patrons qui se foutent un peu de lui. Il néglige sa fille à cause de tout ça. Puis là, c'est ça. Fait que là, quand il se retrouve dans le train, puis quand the shit hit the fan, ben lui, il voit comme la rédemption là-dedans de pouvoir, de sauver sa fille, ça va comme... C'est ça. Toutes les erreurs qu'il a faites. C'est ça, se racheter de toutes les erreurs qu'il a faites envers elle. Fait que sinon, c'est vraiment excellent film. Puis ça, comme je dis, ça est arrivé 4 ans avant la COVID. Puis, petit détail intéressant, c'est que dans le film, c'est ça se passe dans un train. Puis à l'époque, moi puis Guillaume, qui est souvent sur le podcast, moi puis Guillaume, ben, on prenait le train pour aller travailler. Puis les deux, on a écouté à peu près Train to Busan à peu près dans le même temps. Puis là, on a été plusieurs jours qu'on était assis dans le train. Puis quand quelqu'un se mettait à tousser ou il y avait quelque chose de bizarre, on était tous... Ça stressait, là. Ouais, c'est ça.
On était vraiment sur le gros nerf. Ah ouais. Et ça, pour ce qui est des personnages, ben, c'est ça, tu as vraiment le père de famille qui est un personnage super intéressant, la petite fille. Tu as plusieurs personnages. Tu as un homme d'affaires, ça a l'air d'être un genre de CEO de compagnie là-dedans. C'est vraiment un des vilains du film. Que c'est vraiment là, le parfait trou de cul. Là. Tu le détestes là, tout le long du film. Là. Je suis quasiment sûr que cet acteur-là, là, on le croiserait dans la rue, là, puis je sens qu'il aurait un coup de pied sur un genou pour pouvoir y pisser sa tête. C'est tellement désagréable. Là. Tout le long du film, tu l'haïs. Puis sinon, ben, tu as le couple aussi. Le couple, la femme est enceinte, puis elle attend un enfant, puis tu as comme un voyage avec son amoureux. Puis lui, c'est vraiment, si on veut dire, c'est ce qui est le plus proche. Gros nono, là. Non, c'est vraiment le plus proche du héros du film. C'est lui qui, tout le long du film, il arrive toujours, quand il arrive quelque chose, c'est tout le temps, OK, ça, c'est pas drôle, mais j'ai une solution. Puis c'est le personnage, que quand, à un moment donné, ils n'ont pas le choix d'aller affronter des zombies dans un des wagons, ben, il est pas cave, il s'enroule les bras, tout ça, puis il se protège, avant d'aller attaquer pour pouvoir, si jamais il se fait mordre ou attaquer, ben, il ne sera pas infecté, tout ça. Puis c'est ça. Puis, il y a aussi beaucoup de détails intéressants qui ont vraiment joué sur des détails intéressants, comme exemple, les zombies. Quand les zombies ne te voient pas, ben, tu n'existes pas pour eux autres. Tant que tu es dans leur champ de vision, tant qu'ils sont capables de te voir ou quoi que ce soit, ils sont agressifs, ils veulent te manger, ils veulent te tuer. Mais de la minute qu'ils ne te voient plus, tu n'existes plus dans leur tête. Ils ne te voient plus, ils n'existent plus. Ils ne te cherchent plus. OK. C'est ça. Fait qu'ils ils jouent vraiment avec ça. Je veux dire, les zombies, je veux dire, ils sont tellement agressifs, ils ont vraiment juste un point, c'est tuer, c'est manger. Fait qu'eux autres, ils courent, ils attaquent, ils sont au 2e étage, puis ils te voient que tu es en bas, ben, ils vont continuer, puis ils vont jumper en bas. Même s'ils sont au 4e étage, juste pour venir te tuer, ils vont tomber, ils vont se péter tout ça. Mais c'est pas grave, c'est vraiment, c'est ça, c'est vraiment des animaux sans cervelle, assoiffés de sang. Puis je veux dire, puis la dernière scène de ce film-là. Non, dis-le pas. Non, je dis rien. Je dis juste que c'est intense. C'est vraiment une scène là, que juste la dernière minute, t'es là. Ah, ils vont-tu faire ça pour vrai? Ah ouais, t'es sur le bout de ton siège. Puis... Ouais, vraiment jusqu'à la fin. Ben c'est cool. Excellent film. J'ai hâte de voir ça. Pour vrai. Moi, j'adore les films de zombies dans lesquels les zombies sont tellement rapides. Et là-dedans, là, t'es comme, t'es stressé, là, tout le temps. Là, c'est ça, ben oui, exact. Comment tu fais pour te sauver des zombies qui courent quand t'es dans des wagons, là, tu sais? Tu peux pas sortir, le train, il roule, il faut juste trouver un moyen de t'enfermer à quelque part puis de juste dealer avec ça. C'est ça qui rend le film super excitant. Ben oui, il y a tout le côté aussi, dans le fond, le côté social de l'histoire, parce que tu as vraiment les couches sociales qui s'affrontent là-dedans. Tu as une équipe, tu as une jeune équipe de baseball qui sont dans le train. Après ça, dans le fond, tu as les middle age, là, comme le monsieur, tout ça. Tu as un sans-abri, tu as le CEO qui est le vieux tabarnak, tout ça. Puis tout le long, il y a vraiment, ça joue vraiment sur le. Il hiérarchie un peu, là. Oui, c'est ça. C'est que tout le long, c'est tout le temps, le CEO prend les décisions pour les autres, même si c'est une décision qui, juste pour lui, ben, il réussit à convaincre les autres que je suis plus important que toi, fait que tu allez écouter ce que moi j'ai à vous dire. Non, c'est vraiment... excellent. Puis, sans oublier aussi que Train to Busan a aussi une suite qui s'appelle... Peninsula. Peninsula, oui. Et apparemment que c'est moins bon. C'est moins bon, mais ça ne veut pas dire que c'est pas bon, par exemple. Non, c'est un bon film, c'est juste que... L'effet de surprise est passé, j'imagine. Non, c'est pas l'effet de surprise, c'est parce que dans Train of Busan, tu t'attaches vraiment au personnage. C'est ça. Et tu vas comprendre pourquoi quand tu vas le regarder, là, sans embarquer dans quoi que ce soit, j'ai eu une panoplie d'émotions fortes pendant ce film. Ouais. Et un petit peu moins pour Peninsula. OK.
Mais c'est Peninsula, ils sont lancés plus dans le film d'action que le drame d'horreur que le premier est. OK. Ouais. Puis il y a aussi eu un prequel, Train to Busan, en dessin animé, qui est sorti quelques mois à peine après Train to Busan, qui s'appelle Seoul Station. C'est vraiment, dans le fond, c'est un dessin animé qui raconte les événements qui mènent jusqu'à Train to Busan. Est-ce que tu l'as vu, toi, Danny? Oui, je l'ai vu. L'animation est excellente. Le film il est bon. Puis il y a une scène dans ce film-là qui est inutilement stressante. Puis que ça me fait très rire à tous les fois. Là. Fait que dans le fond, ils sont dans une station de métro. Puis là, ils commencent à avoir des manifestations, des zombies, des choses comme ça. Et il y a un des personnages sont en train de se sauver, puis il y a comme une porte grillagée. Fait qu'ils réussissent juste à la soulever un peu pour passer en dessous. Puis là, ils sont en train de traverser en dessous. Puis là, ils regardent, puis là, ils voient quelqu'un qui s'en vient, puis qui s'en vient vers eux autres vraiment tout le long. Fait que là, les autres, ils se dépêchent à essayer de passer en dessous de tout ça. Puis là, la scène est vraiment stressante. Il y en a un qui reste pris en dessous de la grille, tout ça. Puis que finalement, la personne, elle arrive. La madame a fait c'est parce que vous avez échappé ça tantôt, blablabla. Ben, ça m'a juste y porter quelque chose qui avait échappé plus tôt. Mais t'es vraiment convaincu que c'est un zombie qui le court après, c'est magique. Oh my God. Excellent. C'est ce que j'avais à dire sur Train. Ben, hey, merci beaucoup parce que Train to Busan, c'est vraiment un zombie movie vraiment très solide. Chris, moi, fait que vous le manquerez pas. Vous pouvez l'écouter en train, si jamais vous avez le goût pour avoir l'expérience complète. L'écouter dans le train, c'est... oui, hein? Ça va être magique d'entendre du monde tousser après ça. Christophe, tu l'as-tu y allé avant ou tu veux que moi j'y aille? Roche, papier, ciseaux. Roche, papier, ciseaux. Roche, papier, ciseaux. OK, c'est bon. C'était pas prévu, hein? On n'a pas pratiqué. OK, bon, je repars mon timer. Je vais peut-être parler un petit peu moins longtemps sur celui-là. Ça fait un certain temps que je l'ai visionné, mais c'est un autre film claustrophobique, je dirais, qui est sorti en 2016. Je ne suis pas jusqu'à tantôt. Je pensais que c'était sorti en 2017. Fait que j'étais aucun rapport, mais j'étais dans la bonne année d'aujourd'hui. J'ai mis, là, une couple de semaines, on a parlé de Suspiria, là, puis maudit que c'est bon, ce film-là. Dans le fond, en 2016, il a fêté ses 39 ans. C'est malade. Hein? Mais moi, le film que je veux parler, c'est Don't Breathe. Oh, nice. Ouais. De Fede Alvarez, hein, qui a réalisé le remake de Evil Dead. Puis tu sais, ce gars-là, avant Don't Breathe, bon, c'est ça, il a fait Evil Dead en 2013, mais lui, il avait réalisé un court-métrage qui s'appelait Panic Attack. Un court-métrage vraiment cool que Sam Raimi puis Bob Tappert avaient vu, puis ont capoté. Fait que là, c'est pour ça qu'ils sont allés le chercher. Puis tu sais, le gars, il a du talent. Là, il a vraiment un beau potentiel. Puis tu sais, il l'a prouvé. Evil Dead, le remake, ça a été célébré. Il a aussi travaillé à la télé. Il a travaillé sur la série From Dusk Till Dawn. Il a produit, puis il a coécrit Texas Chainsaw Massacre 2022, que j'ai bien aimé, qu'il y a bien du monde qui ont moins aimé, mais en tout cas, moi, j'ai un bien gros fan. Puis, Don't Breathe, c'est produit par Sam Raimi puis Bob Tappert aussi. Hein? C'est des bons chums, puis c'est vraiment bien fait comme film. C'est assez simple, la prémisse. On y reviendra, mais au niveau du générique, parce que c'est un film, là, ils sont essentiellement 4 personnes dans le film. Puis ils sont pas 4 longtemps en plus. Il y a 2-3 personnages satellites un peu qui débarquent, mais c'est vraiment concentré sur le personnage de Jane Levy, qui s'appelle Rocky dans le film, ou Roxanne, qui jouait la Mia de Evil Dead, le remake. Elle a joué dans Twin Peaks saison 3. Elle va probablement jouer apparemment dans le remake de Toxic Avenger aussi. Dans Don't Breathe, elle est excellente. C'est ça, sans en dévoiler trop, parce que c'est le fun aussi de ne pas trop savoir sur la prémisse, parce que, justement, on veut avoir des surprises. Moi, quand j'ai vu ce film-là, j'avais aucune idée, puis ça a été une belle claque ça aille.
c'est une bonne héroïne, disons. Ensuite, on a un gars qui s'appelle Dylan Minette, drôle de nom de famille, et qui joue le personnage de Alex. Il a joué dans Let Me In, qui est le remake de Let the Right One In. Il a joué dans la série Lost. Il a joué dans Prisoners de Denis Villeneuve, dans Goosebumps, puis dans le Scream de 2022 aussi. Ensuite, on a Daniel Zaffato qui joue le rôle de Money, hein, drôle de nom, Money. Il jouait dans la série Fear of the Walking Dead, dans Penny Dreadful, dans un film de Larry Fessenden que j'ai pas vu, qui s'appelle Bennett, c'était son premier film, puis il a joué dans It Follows aussi, que j'ai beaucoup aimé. Puis, évidemment, tu as Stephen Lang. Stephen Lang, mesdames et messieurs, tu sais, on l'avait vu, là. En tout cas, moi, la première fois que je l'ai vu, c'est probablement dans le film Manhunter en 86. Il jouait un rôle d'un des gars du FBI, si je m'abuse. Mais il joue aussi dans Avatar. Il joue le pas gentil colonel Quaritch avec sa balafre comme ça, puis à la fin, j'ai écouté Avatar en fin de semaine parce que je voulais le montrer à ma fille pour aller voir le deuxième. Puis dans son exoskeleton, son genre de power loader, il est badass quand même. C'est une belle séquence à la fin. Ça ressemble à Alien, c'est pas mal. Petite parenthèse, moi, Stephen Lang, un de mes héros préférés de lui, c'est dans The Hard Way. Il a joué là-dedans? Ben oui, c'est lui le méchant dans The Hard Way avec James Wood et Michael J. Fox. Ah ouais, c'est lui le tueur. Là. Ah ouais. Malade, parce que j'ai scanné son IMDb, mais j'ai pas flashé. Hey, mais ça, c'était bon, ça. Puis je me rappelle, dans la séquence, dans un nightclub, il y a une tonne de LL Cool J, c'est Mama said knock you out, qui joue super fort pendant que le tueur en série il est là, puis là, les gars, ils veulent le pogner, puis il y a plein de monde. Mais là, on n'est pas là pour parler de The Hard Way, jouer dur. Hein? Jouer dur. Ouais. Il a joué aussi dans le remake de Conan the Barbarian, Mortal Engines, la série Salem, Old Man aussi, puis il va jouer dans les prochains Avatars. Je ne sais pas comment ils vont faire, parce qu'à la fin du premier Avatar, il est mort. Fait que, anyway, Stephen Lang, là-dedans, il est écœurant. Dans le fond, lui, là, il joue le rôle d'un vétéran de la guerre du Golfe, OK? Puis il est devenu aveugle à cause d'une explosion. Fait que là, lui, il vit reclus, il a sa pension de l'armée, il vit chez eux. Apparemment qu'il y aurait 300 000 $ en argent comptant, caché en dessous de son matelas ou quelque part chez eux. Puis là, il y a un trio de petits malfrats, hein, Money, Alex et Rocky, qui disent « Hey, là, moi, j'ai entendu parler de ça, on y va, il n'y a pas de trouble, il y a un chien, on va droguer le chien, on va rentrer là. » Le bonhomme, il voit rien, il est aveugle, on va voler son cash, puis on est en business. Mais il savait pas que le gars, c'est un soldat entraîné, puis que même s'il est aveugle, ben le gars, quand les gens deviennent aveugles, ben les autres sens deviennent pas mal plus effilés. Fait que tu sais, essentiellement, c'est 3 flots. Ils débarquent chez le dude, il veut pas qu'ils volent leur argent. Tu kills les lumières, puis t'es dans marde. Puis lui, ben, c'est ça, il est track, là. Tu sais, un peu comme dans Rambo 5, là. Mais en bien meilleur. Puis pour vrai, c'est comme un peu la séquence finale de Silence of the Lambs, mais pendant 90 minutes. Tu sais, là, t'es stressé raide, t'as ce dude-là, c'est stressant as fuck. Moi, là, pour vrai, là, tu sais, ça m'a fait penser un peu au film Green Room. Je sais pas si tu as vu Green Room, qui est un film absolument haletant, que t'es sur le gros nerf tout le long. Il y a des meurtres qui sortent de nulle part, tu t'en attends pas. La violence, elle est viscérale, elle est brutale. Et dans ta face, tu fais comme est-ce que je ne l'ai pas vu venir? Puis c'est ça qui est le plus cool dans ce genre de film-là. Puis, tu sais, il n'y en a pas tant que ça. Tu sais, c'est comme un film d'invasion de domicile. Tu sais, c'est même pas tant un film d'horreur, mais c'est tellement brutal que ça en devient un. Puis le côté stressant, moi, ça faisait très, très longtemps que je n'avais pas été stressé de même en écoutant un film. Puis je pense que la fois d'avant, ça devait être The Descent. Hey, moi aussi. Puis depuis Don't Breathe, je ne pense pas avoir été stressé autant. Puis en tout cas, probablement que Train to Busan, ça va le faire un peu. Puis, ben, c'est à peu près ça. Je ne veux pas trop en dire. C'est le film, il faut le voir sans trop en savoir. Tu sais, ça, c'était dans la bande-annonce. Fait que je ne dis rien. C'est un coup de pelle d'en face à plusieurs reprises. Puis en 2021, ils ont fait une suite.
s'est endormi dessus. Apparemment, c'est pas très bon. Tu sais, là, l'effet de surprise est pas là. Ouais. Tu sais, ça a été coécrit et produit. Non, en fait, ça a été réalisé par le gars qui avait coproduit et co-scénarisé Texas Chainsaw 2022, un autre Chomé Alvarez. C'est lui qui a réalisé ce film-là, mais en tout cas, pourquoi faire. En tout cas, tu sais, on veut faire une suite parce que ça marche. Mais tapez-vous Don't Breed. C'est un excellent thriller à tendance horrifique. Moi j'ai capoté. Vous autres, vous l'avez vu aussi. Hein? Vous avez Oui, ben oui. Moi, ce que j'ai aimé de ce film-là, c'est que quand tu le regardes, tu dis tiens, ma gang de truands, esti, vous avez ce que vous méritez, tabarouette. J'en dirai pas plus que ça, mais tu routes pour le vieux. C'est comme Ben oui. yeah! Ben oui. Calisse-leur une volée. Puis ça devient comme un slasher. Lui devient comme le monstre qui va toutes les tuer, mais il y avait qu'à pas débarquer là, ces petits tabarnaks. C'est ça. Tu sais, quand les vilains d'un slasher, ça dépend du point de vue que tu regardes ça. Tu sais. Ça dépend qui, là. C'est le point de vue, mettons, de Jason, ça doit être un petit peu difficile à comprendre. Pourquoi il s'est fait nailler. Il s'est fait boulier, tout ça. Il est mort noyé à cause de gang de morveux, tout ça. Mais dans tabarnak, après toute leur génération complète. Il a overacté un peu là, pendant 10 films, là, 12 films. Mais non, on va dire 11 films, parce que le premier, c'était pas lui. Ben, il y a eu la fille à la fin. Ouais. Toi, Martin, c'est quoi ton film de 2016? Moi, mon film provient de quelqu'un que j'ai eu la chance d'interviewer dans une salle incroyable où on recevait des vedettes incroyables, entre autres comme Jeremy. Comment il s'appelle encore, Danny, le gars qui joue Hawkeye? Jeremy Renner. C'est ça, qui était alentour de nous autres. Mais la vedette qu'on avait, nous autres, pour le tournage, pour l'entrevue, c'était Bruce Campbell. La légende, la personne qui joue dans notre documentaire Health of the Deadites et qui a fait un film qui est très ironique, sarcastique, qui représente bien sa personnalité. J'ai parlé ici de My name is Bruce. Je suis désolé, mais je dois mettre mon veto ici pour m'excuser au nom de toute l'équipe. Parce que My name is Bruce, là, n'a pas été fait en 2016, Martin. 2007. 2007. Et Danny et Christophe, je suis assez déçu de vous. Il n'y en a aucun des deux qui a catché que My Name is Bruce n'avait pas été fait en 2016. Mais bon, Martin, on va quand même te laisser aller et parler de ton film de My Name is Bruce de 2016. Ah, ouais. C'est signé par le monsieur? Non, j'ai pas signé celui-là. Pas celle-là? Okay. J'ai plein de signatures de Bruce, mais pas celui-là. Fait que là, pourquoi toi, tu veux nous parler de ce film-là? Parce que My Name is Bruce, c'est comme une biographie de Bruce Campbell sortie à la blague. My Name is Bruce, c'est l'histoire de Bruce, de ses vraies couleurs, de toutes les références possibles qu'il y a sur tous ses films qu'il a fait. En passant, combien vous pensez que Bruce Campbell a joué dans des films? Combien? En fait, pas juste des films, aussi des séries jeux. Ou des jeux. Des jeux, séries. Sans regarder, là. 75. Vous avez dit toutes les deux 75? OK. 165. Tabarnak! Le gars, il est partout. Puis pour ceux qui le savent, il joue dans n'importe quoi des fois. Alien Apocalypse. Oui, ben c'est ça. Pas une des séries télé, mais Alien Apocalypse, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est un film. J'ai déjà vu la pochette. C'est pas des Asylum? Non, Alien Apocalypse, ça se passe
Ça se passe dans Dans un terminal d'avion. Non, ça se passe dans un bois. Il y a des extraterrestres qui ressemblent à des fourmis, mais c'est super mal fait. Là. Écoute, c'est terrible. C'est terrible comme film. Moi, j'aime les films de marde, mais ça, c'est vraiment de la grosse marde. Okay? Ah ouais? Vraiment même Bruce Campbell ne réussit pas à élever le film? Même pas, tu sais. Et tu sais, normalement, quand tu as des bons acteurs et des mauvais acteurs, le bon acteur va élever leur talent, mais c'est le contraire qui se passe. C'est les mauvais acteurs qui rabaissent le talent de Bruce Campbell dans ce film. Fait que là, t'es down pour lui. T'écoutes le film, c'est comme pauvre Bruce. Ah ouais, pauvre lui. D'après moi, Colin, il avait eu besoin d'argent. C'est l'histoire de villageois qui prennent l'acteur Bruce Campbell pour le vrai Ash Williams d'Evil Dead. Puis ils le kidnappent et ils lui demandent de combattre un vrai monstre pour sauver leur village. Le monstre qui est... c'est vraiment complètement ridicule, qui est comme un samouraï. Ouais, c'est un samouraï avec les yeux rouges qui décapite les gens à tour de bras. On dirait qu'il vient du film de Jack Burton, là, un peu. Là. Oui, c'est ça. Mais là-dedans, c'est qu'il y a toutes sortes de références. Niaise pas avec la tradition japonaise parce que tu vas te faire tuer par lui, c'est sûr. Puis tu as un fan là-dedans, un jeune fan qui capote là, comme sur Bruce Campbell. Lui, Bruce Campbell, c'est comme fuck, man, c'est un dieu. C'est vraiment un dieu. Et dans ce film-là, les références qu'il fait à ces films sont innombrables. T'as Evil Dead 2, t'as Army of Darkness, t'as même des citations des autres films qu'ils utilisent pour ça. Non seulement ça, mais t'as aussi les acteurs qui jouent dans le film, parce que t'as des gens qui ont joué dans les autres films avec Bruce Campbell. T'as Ted Raimi qui est là, t'as Timothy Patrick Quill qui est là, t'as Dan Hicks, t'as Ellen Sandweiss. C'est vraiment un ramassis de l'histoire de Bruce Campbell dans le côté du cinéma qui ont tout planté dans un même film qui est... un medley de Bruce Campbell. Un great assets. C'est exactement. Mais tu sais, c'est drôle parce que Bruce, dans My Name is Bruce, est exactement le même Ash dans Ash vs Evil Dead. OK. Quand tu regardes, mettons, Evil Dead 2, c'est pas Ash vs Evil Dead. Même Army of Darkness, c'est même pas proche d'être Ash vs Evil Dead. Non. Mais My Name is Bruce, c'est exactement. Fait qu'il l'a comme trouvé là, son personnage. Là. Okay. Oui. Okay. Même la chemise qu'il porte dans Ash vs Evil Dead, je ne parle pas de la chemise bleue, mais je parle plus de la chemise hawaïenne. Il la porte dans My Name is Bruce. Et avec toutes ces références-là, évidemment, il va faire un ramassis, une histoire qui essaye de copier un petit peu d'un bord puis de l'autre, tout ce qu'il a réussi à avoir dans ses autres films qui l'a rendu populaire. Et vous savez qui a réalisé le film? Bruce Campbell. Nice. Bruce Campbell a réalisé le film. Et quand j'ai fait mes recherches, je ne savais pas, mais combien de films pensez-vous que Bruce a réalisé? 7. 2. 17. Il a réalisé 17 films et honnêtement... pas des longs métrages. Écoute, je vais t'en nommer une coupe parce qu'il y en a là-dedans, c'est sûr que tu connais. Là. Est-ce que tu connais The Man with the Screaming Brain? Hein? Ça, c'en est un. C'est un Bruce Campbell en plus. En plus, oui, c'est ça. Ça, c'est une affaire, je pense qu'à chaque fois qu'il réalise un film, il se donne effectivement un rôle. Tu sais. Là, je les ai perdus parce que j'ai pesé sur le mauvais piton. Ben, vous irez sur IMDb, mesdames et messieurs. Ben oui, vous irez sur IMDb, comme ça va me permettre de parler un petit peu plus. Quel est votre film favori de Bruce Campbell? Ben moi, c'est pas My Name is Bruce, parce que mon souvenir de ce film-là, je l'ai vu, puis ça fait un bon moment, quand autour de la sortie du film, puis il me semble que je l'avais trouvé un petit peu cheap, puis je sais pas, peut-être que je le revois. Mon film préféré de Bruce Campbell, c'est... Army of Darkness! Je sais peut-être Evil Dead 2, moi. Evil Dead 2? Ouais, OK. Ouais. Danny? Army of Darkness. Army of Darkness. Ouais, je me tanne pas. Army of Darkness, je peux l'écouter une fois par semaine, puis je me tanne pas. Et quelle version? La version longue?
C'est peut-être la version c'est Pas mon cool. importance, non, j'ai pas mal aimé toutes les versions qu'ils ont faites de ce film-là. Mais, moi, j'aime bien la version, tu sais, où c'est un peu plus de viande, avec son histoire d'amour, tout ça. Puis tu sais, t'as la séquence finale aussi, là, tu sais, ah, j'ai dormi trop longtemps! Ah ouais, c'est décourageant, mais je préfère vraiment la fin dans le S-Mart. Ouais. C'est plus dynamique. C'est plus hop la vie, là. Oui, c'est ça. Tu sais qu'il va arriver quelque chose. C'est comme quand Ash vs Evil Dead a terminé, puis ça a fini comme qu'il était dans l'apocalypse avec son bolide. C'est vraiment cool. Là. Puis il annule la maudite saison. Il me semble que j'aurais aimé ça. Ouais, ça. C'est comme un Evil Dead dans un S-Smart. Ça aurait été cool en tabarouette. Là. Ça aurait été le fun. Malgré qu'ils l'ont fait un petit peu dans Ash vs Evil Dead. Mais Danny, tu disais Army of Darkness, puis moi je me rappelle que quand les Inc. ont commencé à ressortir les Evil Dead, tout ça, puis quand ils ont sorti le Director's Scott, la pochette était tellement malade, là, avec le tout bâti, là, comme un Conan. Là. T'es comme, c'est numéroté, c'est super rare, le boîtier, il est gold. Moi, je capotais. Je trouvais que c'était la plus belle affaire que j'avais jamais vue. Puis, tu sais, c'était dans le temps qu'on commençait à avoir des Director's Scott ou des extras, tout ça. J'étais comme, c'est donc bien malade. Puis après ça, Brian Kirby, ils ont sorti 18 millions de versions de tous les films de Evil Dead, puis on les a tous achetés. Steve, plus que toi, puis moi, puis Martin. Mais c'est ça. Mais en tout cas, il y en a eu combien de versions de Army of Darkness? Il y a des versions différentes. Je pense qu'il y a 3 montages. Moi, je n'ai vu 4 à un moment donné. 4? Oui. À cause que l'original, le cinéma, il y a le Screwhead Edition, il y a le Director's Scott. Mais, le TV, je pense. Il y avait un TV cut, si je me rappelle bien. Peut-être. Moi, ça ne m'intéresse pas. Tu sais, s'il n'y a pas des changements majeurs comme celui de l'Apocalypse à la fin, puis celui de Smart, tu sais, là, ça m'intéresse un petit peu moins. Des fois, on dirait qu'ils essayent de trouver des petits bouts juste pour. Puis ils revendent après ça. Hey, gros, 5 secondes de plus! Hey, ça fait déjà 30 minutes, gang. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était gentil de nous inviter. 2016. Oh yeah. 2016. La grosse année dans l'honneur! Ouais!